Mais on va démarrer la table ronde consacrée au financement et à la levée de fonds avec 5 personnes autour de la table, deux entrepreneurs qui nous partageront leur retour d'expérience sur ce sujet-là, 2 qui vont partager un petit peu leur vision d'investisseur, ils lèveront la main à ce moment-là, et une 3e personne plus dans une logique d'accompagnement auprès de ces startups au travers de la structure Skillinow. Donc je vais peut-être rapidement vous laisser vous présenter et dire qui est qui. Albin, pour commencer. Donc Albin Jeanne, président de Apmonia Therapeutics. On est une société de biotechnologie et on développe des stratégies thérapeutiques principalement en oncologie. Bonjour à tous, donc moi je suis Valentin, je suis le délégué général de Paris Business Angel. Donc Paris Business Angel, on est un réseau d'investisseurs avec près de 200 membres. On intervient principalement sur des phases d'amorçage, sur des montants qui vont être compris entre 200 000 et 3 millions d'euros, et on est avant tout généraliste, c'est-à-dire qu'on investit dans tout type de secteur. Bonjour Victor Chan, moi je représente aujourd'hui la société Capital Grand Est. Donc, je suis un investisseur dans cette société de gestion qui est aujourd'hui indépendante et qui n'investit que dans la région Grand Est sur des startups et des boîtes un peu plus matures. Et moi pour le coup je m'occupe de l'amorçage dans le digital. Bonjour, Florian Diac, donc, je suis chef de projet levée de fonds chez Grandinov et Scalinov, l'accélérateur de start-up du Grand Est. Donc, j'accompagne les chefs d'entreprise à travers tout le projet de levée de fonds, du montage des dossiers jusqu'à la phase de négociation et de closing. Voilà. Bonjour, Olivier Carrect, moi, je suis le président de Inergine et on développe et on commercialise des écoquartiers à vocation inclusive. Moi, je ne me suis pas présenté, je suis le directeur du réseau d'incubateurs Quest for Change et j'ai eu aussi la chance par le passé d'être entrepreneur et d'avoir fait le parcours investisseur, VC, fonds, BA, plateforme de crowdfunding. Je vous ferai goûter à tout. Donc voilà, donc, un peu la double casquette en tant qu'animateur. Je vais commencer par appréhender ce parcours de la levée de fonds par la première question qui est le pourquoi. Et en fait, c'est lever des fonds, souvent on se dit c'est voilà, une étape d'une start-up. Non, ce n'est pas une étape d'une start-up. Une étape d'une start-up, c'est se développer, créer du chiffre d'affaires. Et à un moment donné, il va venir cette logique de besoin. Et là, c'est plutôt la question aux 2 entrepreneurs qui sont à mes côtés. Pourquoi vous avez décidé au moment de lever des fonds et qu'est-ce qui a drivé cette approche-là ? Je peux commencer parce que pour nous, c'est très facile. Donc on développe des médicaments en oncologie. C'est des temps de développement très longs, donc un time to market très long, et pendant tout ce temps-là, on n'a rien à vendre. Et par ailleurs, c'est des développements qui coûtent plusieurs millions d'euros, donc pour nous, la question de la levée de fonds, elle est assez naturelle. Hein. C'est pas les banques qui prennent ce risque aujourd'hui, parce que c'est aussi un domaine qui est très risqué, donc c'est le capital risque qui nous accompagne sur ces stades de développement. Et toi, Olivier ? Nous, c'est un peu différent de la situation d'Albin. Donc, nous, on avait déjà du chiffre d'affaires sur un marché de l'événementiel. On était assez confortable. Mais sur notre roadmap, on avait inclus dans nos stratégies à la fois de pivoter en termes de produits, de venir sur des produits complètement biosourcés, des constructions éco-responsables, et également de venir sur un nouveau marché que j'ai mentionné tout à l'heure, de l'habitat. Et donc, on avait besoin de faire à la fois, je dirais, du développement et en même temps d'aller appréhender un nouveau marché. Donc, on s'est dit que pour accélérer, on devait passer par une étape de levée de fonds. Et vous avez une vision claire du besoin, parce que c'est quand même un peu le nerf de la guerre, on parle levée de fonds, mais comment vous appréhendez ce besoin ? Il me faut 5 000, 100 000, 1 million, 10 millions. Comment est-ce que vous avez sizé cette histoire et comment vous appréhendez le sujet ? Donc, les étapes du développement d'un médicament, elles sont assez bien définies et, je dirais, margées. C'est-à-dire que, classiquement, pour chaque tour de table, on va chercher à aller atteindre le prochain milestone, le prochain livrable qui sera le plus créateur de valeur. Donc, je peux prendre les exemples des premières levées de fonds d'Apmonia Therapeutics. Donc, passer la création de la boîte, sa structuration et la sécurisation de la propriété intellectuelle. On a fait une première levée de fonds en pré-seed auprès de Business Angels pour valider les premières preuves de concept en laboratoire. Ça nous a aussi permis de rassurer, de sécuriser les investissements à venir dans le cadre d'un tour de seed. Donc on a réalisé l'année passée pour cette fois-ci emmener le produit jusqu'à une autorisation d'essai clinique
Et en ce moment, on prépare la série A pour financer cette première phase clinique. Donc systématiquement, on a un objectif défini, on jauge au plus précis les besoins financiers pour atteindre cet objectif. Et accompagner la croissance de la société, les recrutements associés en parallèle. Nous, c'est un peu un équilibre au moment, effectivement, on dit combien je vais lever, entre combien on est capable et qu'est-ce que vaut la boîte à l'instant où je vais lever. Ça, c'est déjà un premier élément structurant. Un deuxième, bien sûr, de combien on a besoin et de se dire et ça, pendant combien de temps ça va m'accompagner. C'est-à-dire qu'on n'est pas à revenir lever des fonds tous les 6 mois. Donc, je dirais que c'est un juste équilibre entre la fois notre besoin bien dimensionné, mais aussi notre capacité et la valorisation de la boîte et quel appétit vont avoir les investisseurs par rapport à la valeur de la boîte au moment où on lève. Alors, je vais me tourner vers les investisseurs parce que forcément, vous avez un nombre de projets qui viennent frapper à votre porte, avec pour certains une vision claire sur leur roadmap, leur milestone de développement, etc. Se pose la question de, finalement, et qu'un entrepreneur doit se poser, est-ce que mon projet peut lever? Et auprès de qui? Ça va dépendre de vos attentes, de vous, investisseurs. Et on a 2 populations d'investisseurs face à nous, du business angel, on va dire, du groupe de BA et du VC. Quelles sont, vous, vos attentes et finalement, à qui vous pouvez dire oui, vous pouvez venir lever chez moi parce que? C'est quoi le parce que? Allez, BA en premier. En fait, je pense qu'au-delà de ça, ce qui est important, c'est de savoir qui solliciter à quel moment. Parce que le parcours de financement, il est pas simple. Il y a quand même beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui peuvent financer des startups, que ce soit des business angels, des fonds, des family office. Et donc, c'est parfois pas simple de savoir vers qui se tourner. Dépendamment de son stade de développement, je pense qu'il faut se dire qu'au départ, quand on a un besoin et qu'on est sur un stade de maturation avec une première idée, il s'agit de se tourner vers une population d'investisseurs qui seront peut-être plus enclins à prendre des risques tout de suite pour le coup. Et c'est vrai que c'est peut-être plus le cas des DBA, voire des fonds d'amorçage, dès lors qu'on aura des premières métriques, des premières atteintes et du chiffre d'affaires qui commencera à être réalisé, c'est vraiment là qu'on ira voir des VC sur des tours de table beaucoup plus importants et qui, eux, sauront peut-être moins investir avec la dimension accompagnement, mais plus investir pour amener réellement du cash et permettre à la startup de pouvoir se développer et investir comme elle le souhaite. Donc, c'est vraiment ça qui, selon moi, au départ, doit permettre à la startup de se retrouver, c'est où j'en suis et identifier quels acteurs à ce stade-là peuvent m'aider pour ma levée, quoi. Oui, c'est vrai. En fait, il y a aussi un point qui est intéressant. Lorsque vous vendez un produit finalement votre produit à votre client, vous essayez de comprendre quel est son besoin. Et ce qui est important également, c'est de comprendre quel est le besoin, par exemple, d'un business angel, d'un fonds ou autre. Et donc, c'est nécessaire de connaître leurs objectifs. Aujourd'hui, je vais vous dire c'est quoi l'objectif d'un fonds d'investissement en capital risque. C'est, alors bien sûr, avoir un impact sur la société, etc. Mais c'est avant tout avoir un retour sur investissement. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous rentrez dans ce processus de levée de fonds, il y a déjà, entre guillemets, une date de cession et d'exit qui va intervenir. Et ça, il faut le savoir. Si on veut effectivement conserver sa société et rester le seul et unique capitaine, peut-être que les fonds d'investissement ne sont pas la solution. Mais ce n'est pas grave. Il y a plein d'autres choses. Il y a effectivement des BA qui peuvent apporter, en plus de leur argent, du temps, une expertise. Il y a effectivement du prêt non dilutif à aller obtenir. Et en fait, il y a tout un écosystème aujourd'hui qui est en train de se créer. Et en fonction de vos objectifs, il y a nécessairement quelqu'un qui pourra vous aider. Et ça, c'est important. Après, la question de savoir, donc du coup, comment nous, on base notre raisonnement. Alors, bien sûr, outre la solution, le go-to-market, la taille de marché, à la fin de la journée, ce qui va être important pour nous, ça va être 2 choses. Ça va être la conviction. Est-ce qu'on a confiance dans la vision de l'entrepreneur? Parce que ce ne sera pas à nous de développer cette vision. On y adhère et on va potentiellement essayer de s'interfacer dans cette vision. Mais est-ce qu'on y adhère? Et ensuite, est-ce que finalement, ça me permettra de rendre à mes propres actionnaires, parce que malheureusement, ce n'est pas notre argent qu'on investit, il va falloir le rendre. Et il va falloir le rendre si possible. Si on nous donne X, il va falloir donner plus que X. Donc voilà un petit peu si ça répond bien à la question. Ouais, les attentes, parce que c'était ça l'idée, c'est comprendre ce que tu as dit, le client. Vous avez une logique de fonctionnement qui induit certaines choses. Si l'entrepreneur ne comprend pas à qui il vend et pourquoi, il peut y avoir un fort décalage et se pose la question
qu'on voit sur beaucoup d'entrepreneurs. À quel moment je vais voir qui et quand est-ce que je sors du bois, finalement? Parce qu'on vous servez tous au développement de ce projet. Et alors toi, Albin, dans une logique très, très santé, tu as des jalons qui te forcent à sortir. Mais toi, pourquoi au moment tu dis je sors du bois et quel était ton niveau de maturité à ce moment-là pour te dire ok, maintenant je suis prêt à aller voir des invests et je sais ce que je vais leur vendre? Oui, alors déjà, nous, on est je dirais une start-up, une société, on n'est pas disruptif, on n'est pas dans la tech, on est plutôt sur des métiers traditionnels, construction, immobilier, voilà. Donc ce qui est important, c'est effectivement à quel moment je vais être capable de convaincre un investisseur qui va avoir son retour sur investissement. Et donc nous, le bon moment, ça a été d'avoir une première opération, d'avoir un démonstrateur, pas une maquette, hein, mais c'est-à-dire le premier prototype et avec un vrai client, avec ce qu'on appelle un early adopter, et qui soit significatif, et qui va donner de la crédibilité au projet, à la fois en termes d'adéquation entre le produit et le marché, parce que nous, on peut toujours dire que notre produit est génial. C'est important, c'est de venir avec un client référence. Il se trouve qu'on en avait trouvé un sur la région. Et c'est quand on a eu ce client, que ce client était prêt à s'engager aussi pour dire pourquoi cette technologie, pourquoi notre produit était différenciant, qu'on s'est dit c'est le bon moment d'y aller et de pouvoir convaincre les investisseurs de nous suivre. Question à Florian qui accompagne des startups. À un moment donné, devant ce que vous avez dit, l'offre pléthorique d'investisseurs possibles, en tout cas un champ vaste qui va du BA, comme on a dit, family office, fonds, à un moment donné, comment est-ce qu'on accompagne une startup à structurer cette démarche? En gros, est-ce qu'on tire partout? Est-ce qu'on envoie partout? Est-ce qu'on cible? Comment un entrepreneur doit s'y prendre concrètement pour commencer à se projeter vers ce sujet-là de l'approche de l'investisseur? Alors, je dirais le premier cercle, déjà effectivement, dans la démarche de levée de fonds, peut-être à aller regarder, c'est sans doute les personnes clés qui peuvent accompagner l'entreprise. Certes, un investisseur, c'est un moyen financier de réaliser les rêves, mais c'est aussi une personne qui peut accompagner l'entreprise à réaliser ses objectifs. Donc, au sein de l'écosystème de l'entreprise, il y a sans doute des salariés clés ou autres qui peuvent devenir investisseurs. Au-delà de ça, après, une fois que ce premier tour de table est fait, effectivement, comment on accompagne à cibler les bons investisseurs? Idéalement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, chaque fonds d'investissement a des thèses d'investissement. Est-ce que forcément, par rapport au stade de maturité et au secteur d'activité de l'entreprise, ça correspond à des investisseurs? Donc forcément, il y a déjà un premier ciblage qui se fait. Néanmoins, après, dans l'écosystème, on a des investisseurs qui ont des thèses d'investissement qui peuvent être agnostiques ou vraiment purement sectorielles. Et effectivement, il y en a quand même pas mal, je pense, au sein de... ne serait-ce que sur l'écosystème Grand Est, voire français. Et effectivement, il faut les lister. Donc, stade de maturité, est-ce que l'entreprise elle est plus axée sur un early stage, auquel cas on ira plus stocker sur la porte des BA, ou est-ce qu'effectivement, c'est plus série A, et puis effectivement, c'est plus au sein de VC. Donc, ciblé, oui, mais en même temps, il ne faut pas se fermer des portes, dans le sens où, effectivement, c'est rare de voir des tours de table où il n'y a qu'un seul investisseur. Parfois, c'est plusieurs fonds qui investissent, ou BA, et effectivement, c'est bien de communiquer à travers plusieurs personnes. Donc, tout simplement, c'est pas les mettre en concurrence, parce qu'à la fin, in fine, tous les avis vont diverger au sein du même term sheet, si vous voulez. Mais c'est surtout, en fait, de ne pas se mettre à fond, à 100% auprès d'un seul investisseur, et puis que ça capote au bout de 2 mois, et puis de devoir recommencer, alors qu'effectivement, le temps, c'est quand même très important au niveau de la start-up qui cherche à lever des fonds. Justement, toi, Albin, tu as fait comment pour agglomérer ton tour? Parce qu'il y a du monde autour de la table aujourd'hui, avec des fonds différents. Comment tu as procédé pour faire monter cette mayonnaise? Bon, moi, j'adhère à ce qui vient d'être dit. C'est qu'il faut quand même déjà cibler à qui on va chercher à présenter le projet, parce que on peut identifier 200 fonds. Déjà, tous ne seront pas actifs, tous n'investissent pas dans votre secteur technologique clé, etc. Donc, il faut faire ses devoirs, faire son tri, et puis aller parler avec les plus pertinents, parce que, comme vient de le dire Florian, ça prend beaucoup de temps. Et pour faire écho aussi à ce qu'a dit Victor, c'est une relation de confiance. Et la confiance, elle ne s'acquiert pas en envoyant un deck, en passant en contenu d'investissement. C'est des relations sur le long terme. Et une levée de fonds, ça se construit sur plusieurs mois auxquels on apprend à se connaître. C'est un peu la préfiguration du mariage. Voilà, la vie commune qui débute. On a les fiançailles avec le term sheet et on scelle ça au moment du closing. Mais cette période est nécessaire parce qu'elle permet de s'assurer aussi de la bonne vie commune à venir. Voilà. Et d'instaurer cette confiance, ça prend du temps. Donc,
on se doit de cibler en amont et puis de s'assurer d'avoir le temps d'alimenter ces relations. Justement, si je prends l'image de la mariée, c'est pour les investisseurs. La mariée, vous la voyez comment? Est-ce qu'il y a des choses à bien préparer pour cette mariée? Est-ce qu'il y a des choses à bien travailler avant de sortir? Je vais vous donner 2-3 sujets moi, que j'ai vu passer auprès de startups incubées. Hein. On a des tables de capi qui sont des fois un peu exotiques, avec beaucoup de monde autour, ou des gens qui n'ont pas des rôles actifs. Ou, c'est le legacy de l'histoire d'une création d'une startup. Vous voyez voir cette hétérogénéité-là vers vous, par exemple. Comment vous appréhendez ces sujets? Qu'est-ce que vous attendez vraiment de l'ordre de la startup au moment où elle frappe votre porte? Est-ce qu'il y a du ménage à faire avant? Et si oui, quoi? Nous, côté BA, la table de capi, généralement, elle est quand même assez simple. Vu qu'on intervient sur la première ou la deuxième levée de fonds qui a suivi la Love Money, on va être quand même sur peut-être 10 personnes max à la table de capi. Donc, il n'y aura pas forcément de nécessité de la nettoyer à ce stade-là. Et nous, de notre côté réseau de BA et PBA plus particulièrement, aujourd'hui, on met en place des holdings pour nos investisseurs pour justement aussi simplifier la table de capi, même pour la startup, pour ces tours de table futurs. En fait, ce qui est important, en tout cas nous, à notre niveau, c'est déjà que l'équipe soit constituée et que pour le coup, elle soit complémentaire et impliquée dans le projet. Ce qui se passe, c'est que les BA, ils investissent leur propre argent. Pour le coup, ils sont OK de prendre des risques. Il n'y a pas de problème là-dessus. Simplement, ce qu'ils attendent, c'est que l'équipe de la startup ait pris ces risques-là en amont et qu'elle soit donc du coup impliquée dans le projet, ce qui peut paraître normal, mais on voit quand même passer des decks où la quasi-totalité de l'équipe n'est qu'à 50 ou 60%. Et c'est compliqué d'aller convaincre des investisseurs de dire investissez chez moi si les personnes clés et l'équipe n'est pas elle-même impliquée à 100% dans le projet. Donc je pense que déjà, en fait, la première des choses à faire, c'est d'avoir une équipe complète et qui soit impliquée réellement dans le projet. Quand je dis complète, il ne s'agit pas d'avoir 5 personnes non plus, ça peut être 1, 2, 3 personnes clés vraiment complémentaires et qui vont être impliquées et qui vont savoir convaincre justement après derrière les investisseurs. Alors je vais rebondir sur ce que tu as dit sur la fameuse mariée. En fait, il faut imaginer que vous postulez pour un emploi et vous envoyez un CV qui a été bâclé, où il y a des fautes d'orthographe sur les noms de vos entreprises, où les titres ne sont pas alignés. Bon, le recruteur, il voit à peu près 100 CV par jour. Il va vous mettre tout de suite sur le côté et il ne va pas vous recontacter, même si vous renvoyez un autre dossier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on parlait tout à l'heure du process qui prenait 6 mois à 9 mois, mais potentiellement pour l'entrepreneur, ça va durer 1 an. Parce qu'il va falloir en amont commencer à créer ces tableaux de dashboard pour traquer les bonnes métriques. Il va falloir se concentrer sur ce qui est important dans la société. Effectivement, Clean Cap Table, un exemple, j'ai eu le cas il y a quelques mois. On avait une société qui levait de l'argent et le porteur de projet avait à peu près 20% du capital. C'est une société très jeune, en seed. Parce que tout simplement, l'ancien créateur de la société, qui détenait encore quasiment 60% de la cap table, n'était plus actif et il avait un rôle d'investisseur. Et moi, en fait, si vous voulez, si j'investis dans une société, j'investis dans la vision de la personne. Et tout l'intérêt, justement, de lever des fonds avec, par exemple, un VC, c'est qu'on se dit que la valeur qu'on va créer, on va se la partager. Mais moi, je n'ai pas envie de la partager avec quelqu'un qui a fait une erreur et qui ne va pas porter sur ses épaules toute la boîte. Et donc, effectivement, il y a un certain travail sur la table de capi, comme tu le disais, mais aussi sur alors, on en parle, mais le business plan, c'est finalement la formalisation de toute la pensée, de la vision dans des cases Excel de temps en temps ou dans des belles slides, mais quand même sur la stratégie, sur les investissements. Et ce travail, il doit être nécessairement fait. Justement, c'est le niveau de préparation. Moi, de mon point de vue, il doit être assez optimal et aller jusqu'au bout des choses avant de se lancer, parce qu'après, c'est un marathon, mais c'est un marathon où on court vite, donc on n'aura pas forcément le temps de tout reprendre pendant le marathon. Vous deux qui vous êtes lancés dans la levée de fonds, quel était votre niveau de préparation avant de vous lancer? Vous aviez coché toutes les cases, BP, deck, limite data room déjà enclenché pour pouvoir tirer le fil ensuite. Vous étiez à quel niveau? Ouais, je dirais déjà, même avant de créer la boîte, il y a tout un travail de préparation parce que avant d'aller se marier avec les investisseurs, il faut être certain de son équipe qu'on partage la même vision. Ça, c'est déjà le premier stade de préparation avant de créer la boîte. Et ensuite, c'est un petit peu ce qu'a dit Victor en filigrane, c'est qu'on n'aura qu'une seule chance de faire une première bonne impression. Donc il faut se préparer au maximum dès le départ.
être prêt, anticiper les questions qui vont venir après l'envoi du premier deck. Et donc, ça veut dire avoir une data room structurée, avoir un plan financier et technique au-delà du premier deck et avoir tous ces éléments de prêt, de peaufiner, parce que ça sera le reflet du sérieux de la société aussi et de la vie à venir. Et puis, ce qui est important dans cette data room, c'est qu'elle soit d'une part bien structurée et exhaustive, parce que la confiance, elle est bâtie aussi sur la transparence, et je pense que le pire qui puisse arriver pour le VC, c'est de trouver un cadavre dans les placards post-investissement. Olivier ? Oui, je souscris à tout ce qui a été dit. Nous, on a fait notre première levée et on envisage, on prépare la deuxième. Donc, je pense que c'est comme vraiment comme une compétition sportive. Il faut se préparer, puis il faut faire au bon moment. Je pense que ce qui est vachement important, c'est de s'entourer d'une équipe. Nous, enfin, je pense à des avocats et avec qui connaissent bien la boîte, avec qui on travaille dans la durée. Et puis avoir une équipe sur l'ingénierie financière. Refaire le BP, c'est clé. J'ai un collaborateur à côté de moi. Donc tous ces éléments techniques, je dirais, il faut les prendre au sérieux et il faut y aller. Et je pense que c'est aussi de trouver le bon moment par rapport au développement opérationnel de la boîte. C'est qu'il y a un quotidien. La finalité de nos boîtes, ce n'est pas de lever des fonds. Donc, c'est de pouvoir justement trouver, de pouvoir planifier une période pendant laquelle on va pouvoir faire ça sérieusement, sur laquelle on est aussi serein, dynamique, on a envie d'y aller, et surtout éviter de se retrouver sous la contrainte, de se dire je lève parce qu'in fine, je ne peux pas faire autrement. Ça arrive, le contexte montre bien que ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais voilà, donc je pense que c'est essayer d'anticiper. Et puis, on dit notamment ce qui a été dit, ce qui est effectivement à nous aussi de notre côté d'avoir quelque chose. Je ne sais pas si on se prépare pour le mariage, mais un peu quand même. Donc, c'est effectivement de regarder si on n'a pas des skipping partners, et donc de regarder au niveau des actionnaires fondateurs, est-ce que tout le monde est actif, et si le cas échéant, peut-être, c'est ce qu'on fait, par exemple. Je peux parler de concret, donc de revoir un peu l'actionnariat. Et puis anticiper le coup, le coup d'après, et puis donc se préparer effectivement à avoir quelque chose de clair et qui n'est pas de poussière planquée sous le tapis, notamment sur le deuxième tour. Vas-y. Et en fait, il y a un point qui est important, et tu as commencé à le dire, c'est qu'effectivement, quand tu pars en levée, il y a un certain défocus de ton business, parce que toi, tu es en train de gérer des relations avec 30, 40 investisseurs, tu es en train de produire des documents que tu n'avais pas produits, et donc tu es obligé d'avoir quelqu'un qui gère la baraque. C'est-à-dire quelqu'un sur qui tu peux toi t'appuyer pour continuer à motiver les équipes et toujours avancer vers le cap qui a été défini. Parce qu'effectivement, tu ne peux pas te retrouver le jour du closing avec un CA qui a été divisé par 2 non plus. Et donc, même toi, dans ton équipe, tu as besoin déjà de préparer tout ça. Et c'est un vrai travail. Non, c'est clair. Et je pense que ça, c'est vraiment un point important. C'est effectivement d'avoir une équipe. Encore une fois, je pense que c'est différent entre le premier et le deuxième tour. Mais je pense que sur le deuxième tour, ça va être une équipe solide, qui est complètement proactive. Concrètement, nous, on avait prévu d'avoir un plan de BSPCE. Avant la deuxième levée, on va le mettre en route, de façon aussi à ce qu'il y ait des preuves que l'équipe est impliquée et motivée. Donc, il y a toutes ces choses dans les phases préparatoires. C'est-à-dire, c'est faire un petit peu ce qu'on avait prévu, que l'opérationnel nous a parfois conduit à mettre un peu de côté. Donc, encore une fois, c'est vraiment se préparer et d'avoir un dossier qui soit... encore une fois, c'est pas un concours de beauté, c'est d'avoir des vrais fondamentaux qui correspondent aux thèses d'investissement et puis aussi à la roadmap qu'on s'est fixée. Tu voulais rajouter un truc ? Il y a juste un truc que je voulais rajouter, c'est que si au sortir des premières discussions, on se rend compte que c'est pas le moment pour lever, il s'agit de ne pas perdre du temps non plus, et en fait d'essayer de passer à autre chose, de se nourrir des conseils qui ont été donnés, et peut-être des KPI à atteindre pour ensuite derrière, peut-être 4, 5, 6 mois après, enclencher le processus avec beaucoup plus de maturité et de force, quoi. C'est là que je te rejoins, c'est ce niveau de lucidité que doit avoir l'entrepreneur sur 2 choses. C'est ce qu'attendent les investisseurs, et donc est-ce que les KPI sont là, est-ce que la traction est vraiment là au moment où tu sors du bois, et je rejoins la première impression, elle est fondamentale. Moi, j'aurais tendance à dire aux entrepreneurs, sortez pas tout de suite, équipez-vous et préparez-vous, parce que si ça part, faut être costaud, il faut avoir des fondamentaux, et on l'a vécu en tout cas tous les 3, je pense. C'est 6 mois de vie qu'on met quelque part sur la table, où on vit levée de fonds, et on fait que ça tout le temps, et donc il faut que la boîte soit structurée pour, et qu'il faut vous, entrepreneurs, vous soyez préparés pour, parce que c'est tous les éléments qui vont être construits, etc. Il ne faut pas les découvrir, et il ne faut pas découvrir les questions. Je pense que ça, c'est la préparation, ça me paraît fondamental avant de se lever
avant de se lancer là-dedans. Est-ce qu'on le fait seul? Est-ce qu'on le fait accompagner? Comment on s'y prend? Florian, toi qui accompagne des gens là-dedans? Étant donné que chez l'entreprise va être, on va dire, la tête de pont pour défendre le dossier, effectivement, il faut qu'il soit impliqué dans l'ensemble des processus, que ce soit la réalisation du BP et du DEC, et il doit avoir aussi une vision 360 sur l'ensemble des éléments de la boîte. Ça, c'est une certitude. Néanmoins, quand on a la tête dans le guidon, qu'en même temps on est opérationnel, il faut aussi, dans le cadre de la levée de fonds, imaginer qu'il va y avoir des problématiques juridiques, fiscales, sociales. Il va falloir aussi défendre des thématiques tech, marketing. Voilà. Donc, on n'est pas forcément apte, voilà, du moins pour la première levée de fonds, à appréhender tous ces aspects. Donc se faire accompagner, c'est effectivement important, hein, je prêchais pour ma paroisse aussi, mais ça permet surtout aussi d'avoir un avis objectif, neutre, parfois impartial, qui n'a peut-être pas, du coup, n'est pas chez les BA, chez les VC, même si effectivement, parfois vous accompagnez, vous donnez vos avis toujours bienveillants pour les entreprises. Mais voilà, ça permet, si vous voulez, cet accompagnement d'avoir un avis expert, de faciliter, gagner du temps aussi, hein, pour beaucoup des aspects, et puis de fitter avec les attentes des investisseurs, puisqu'effectivement, on a l'habitude, à travers l'accompagnement, d'avoir déjà des templates ou des façons de faire qui peuvent faire gagner énormément de temps. Hein. Une fois que l'histoire elle est lancée, ça c'est question à mes deux amis investisseurs, comment ça se passe chez vous en interne? Parce qu'en fait, pour un entrepreneur, il vous voit des fois, il fait un premier rendez-vous, il vous voit à un événement, etc. On commence à faire un premier rendez-vous, etc. Mais pour ceux qui découvrent ce processus-là et qui n'ont jamais vu, comment est-ce qu'il s'articule? On entend des fois le mot comité d'investissement, on parle ce mot-là, et qui décide vraiment d'un investissement dans un fonds ou dans un club de BA? Comment ça se structure réellement la décision et comment l'entrepreneur doit se positionner par rapport à ce processus-là? Alors, ça aurait peut-être été plus simple si j'avais rapporté une slide. Chez nous, on a 9 à 10 étapes. Je vais essayer de vous les dire dans l'ordre. Et grosso modo, il y a un go-no-go à chaque étape. Des décisions qui vont être prises uniquement par l'investisseur ou en tout cas le chargé de projet d'investissement qui a repéré la start-up, jusqu'au comité d'investissement où là, on a plutôt une décision collégiale avec notamment les souscripteurs du fonds, ceux qui ont mis de l'argent dans le fonds. Première étape, ça va être par exemple la rencontre. Et ensuite, il va vite falloir qualifier. Est-ce que c'est une start-up qui est en train de lever ou non? Est-ce que ça correspond à ma thèse d'investissement? Moi, par exemple, ma thèse d'investissement, c'est qu'il faut que le chiffre d'affaires soit inférieur à 500K, qu'elle soit située dans le Grand Est. Donc, on qualifie comme dans un processus commercial classique. Ensuite, je vais le présenter à mon comité de deal flow. On dit OK, on y va. Donc là, pour le coup, je vais les rencontrer pendant une première session de pitch. Ça peut durer 1h30 à peu près. Ensuite, on va demander un certain nombre d'informations. Et si je suis convaincu, là, à ce moment-là, je vais me dire OK, j'ai de la bande passante, ou alors j'en ai pas, mais je le fais quand même. Et donc, je vais passer un certain nombre d'heures à rentrer dans le dossier pour pouvoir convaincre un premier comité. Si mon premier comité me dit OK, à ce moment-là, je vais repartir sur une analyse encore plus profonde. Et on a plusieurs niveaux d'analyse comme ceci, donc c'est un processus qui est assez long. On a les capacités en général d'aller vite, mais ça ne dépend pas que de nous. Et croyez-moi, de temps en temps, on a vraiment envie d'investir dans des boîtes, mais on ne peut pas le faire. Mais c'est comme ça. C'est assez commun à ce que vient de dire Victor. Après, on a moins d'étapes côté Paris Business Angel, mais globalement, il y a des go-no-go à chacune. Ce qu'il faut se dire, c'est que de la présélection jusqu'au closing, l'étape de closing, on la maîtrise moins, parce que quand on est avec des co-investisseurs, pour le coup, les délais peuvent parfois être un petit peu plus longs, mais on est à peu près sur 3 mois de process. Et globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une première sélection qui est faite côté PBA avec les équipes permanentes du réseau. On est 4 à bosser full-time au sein de PBA. Cette présélection, elle va être soumise à un comité de sélection qui, lui, est constitué d'une dizaine de membres du réseau. Le comité de sélection, sur proposition en tout cas des startups qui lui sont faites, vont valider les startups qui vont être amenées à pitcher. Le pitch, on le prépare avec la startup en amont. On le prépare 10 jours avant, pendant 10 jours avant le pitch pour être sûr que l'ensemble des éléments nécessaires pour convaincre les investisseurs sont présents dans la presse. Puisque le pitch, il est assez déterminant chez nous, il va durer une demi-heure. Pour le coup, c'est 20 minutes de présentation et 10 minutes de questions-réponses. Et à l'issue de la demi-heure de pitch, sans la startup, on a une phase de débrief avec nos membres, avec nos investisseurs,
où on va leur demander en fait de renseigner les intentions d'investissement, intentions qui seront confirmées uniquement si le dossier passe pour investissement final. Et donc si le dossier atteint plus de 150 000 € d'intention d'investissement, on passe à une troisième étape, qui est une étape de due diligence globalement, qui va être menée avec une équipe de BA, 3-4 personnes maximum, expertes dans le domaine et qui connaissent la problématique, avec en support notre responsable d'investissement. La due diligence, elle dure 1 mois et demi. Le premier mois, il est concentré à confirmer l'intérêt pour le dossier. Si l'intérêt est confirmé, ensuite, les 2 semaines, 3 semaines après, vont être concentrés pour discuter des conditions d'investissement, la LOI, la valorisation et les différents éléments principaux du pacte. Et une fois que tout ça est acté et que la LOI est signée, on présente le dossier pour investissement final. On vient confirmer chacun des montants qui avaient été renseignés à l'issue du pitch et on accueille aussi de nouveaux investisseurs possiblement. Et ensuite, on passe à une étape de closing pour venir, on va dire, signer toute la documentation juridique et structurer la levée de fonds. Donc c'est ces étapes-là, pour le coup, avec ce premier point d'étape clé qui va être la présentation en pitch et le montant à atteindre. Ouais, mais ça veut dire qu'à un moment donné, tu as raison, ça veut dire qu'à un moment donné, il ne faut pas oublier que le porteur de projet, si vraiment il présente votre sujet, c'est que ça l'intéresse et qu'il a décidé d'allouer du temps à votre sujet. Il n'est pas là pour perdre son temps, pour se présenter, pour passer du bon temps, etc. Parce que la bande passante qui vous alloue, c'est la bande passante qui ne peut pas allouer à quelqu'un d'autre. Et nos fonds sont également limités. Donc ce qu'on décide de vous allouer, c'est quelque chose de précieux, entre guillemets. Et ça revient sur un point pour les entrepreneurs. Est-ce que ça ne reconfirme pas encore plus la nécessité d'être ultra bien préparé avant ? Parce que la glissade de la levée de fonds, est-ce qu'elle dépend aussi des processus des investisseurs, mais aussi la capacité de réponse aux questions des entrepreneurs. Et aujourd'hui, comment vous avez géré, vous, ces moments-là de questionnement ? Est-ce que vous étiez vraiment équipé à chaque question dans vos opérations de levée de fonds ? C'était bien baqué ou vous vous êtes retrouvé un petit peu à sec et ça peut faire glisser le processus ? Non, je pense qu'on était bien préparé. C'est important d'être réactif dans ces jeux de questions-réponses. Et puis, je dirais même quand il n'y a pas de questions, il ne faut pas hésiter à aller donner nos nouvelles et montrer les avancées aussi au fond. Ça peut parfois déclencher quelque chose. Oui, alors, je pense qu'encore une fois, c'est assez différent entre la première et la deuxième ou la troisième levée. Moi, si j'ai un conseil à donner quand même sur la première, il ne faut pas hésiter à se prendre des portes, quoi. Je pense parce que généralement, on ne connaît pas. Quand on est investisseur, on a des idées. Voilà. Il faut y aller, il faut se roder un petit peu. C'est un bon moyen. Après, il faut se dire, bon, une fois qu'on a fait ce galop d'essai, soit ça a marché, tant mieux, soit effectivement, faut se préparer un petit peu. Moi, je pense que c'est vraiment important, encore une fois, c'est de consacrer du temps et du budget sur les partenariats, sur les personnes qui vont nous entourer, qui vont nous challenger, qui vont aussi, je pense, et à un moment donné, on parle quand même d'ingénierie financière, on parle de clauses juridiques. La valo, la valorisation de la boîte, généralement, nous on la voit un peu plus haute que les investisseurs la voient. Donc, il y a à se préparer ça, pas arriver avec quelque chose de déconnant. Et ça, c'est pas que uniquement de savoir si on a la tête dans le guidon ou pas. C'est aussi une question de compétences. Donc, c'est important vraiment de bien s'entourer. Et de pouvoir, ça permet aussi de décharger un peu de stress et de se dire, tiens, moi j'ai un peu plus confiance dans mon dossier parce que je suis venu avec une équipe de professionnels et je sais que je ne vais pas être complètement à côté de la plaque. Et que s'il y a une égo qui commence à arriver, je ne vais pas non plus être tout seul. Et je crois que si j'ai vraiment un conseil moi, à donner, c'est de ne jamais être tout seul. Et j'aimais bien la façon, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que même sur les deuxième et troisième tours, c'est d'avoir une équipe qui nous permette aussi de lâcher le guidon un petit peu, sans que l'opérationnel subisse, et aussi de se dire on est plus fort, parce qu'on est vraiment une équipe, on est une boîte. Ça, je rejoins complètement. Moi qui l'ai vécu aussi, l'accompagnement, il est stratégique pour prendre un peu de hauteur et être équipé face à nos amis investisseurs, parce que c'est un mariage, certes, mais il va falloir négocier. Alors, je vais demander un truc qui n'est pas gentil à demander à un investisseur, mais comment on négocie avec vous une bonne valo ? Je pourrais te dire comment tu as négocié ton pacte de mariage, si tu es marié. Bon,
Non, Par la rapport. vraie question, ce qui est important de comprendre, on parle de valo et je comprends très bien ton point. Si toi, tu n'es pas celui qui croit le plus dans ta boîte, qui va y croire? Donc effectivement, on a toujours tendance à estimer la valeur de sa boîte hyper importante. Je comprends. Après, on a chacun des objectifs différents. Moi, tout ce que j'ai envie de vous communiquer aujourd'hui, on ne va pas commencer à rentrer dans combien vaut une boîte, surtout qu'on n'a aucun chiffre, ce serait un peu compliqué. Ce serait de dire de ne jamais considérer une valo seule. N'allez pas discuter une valo sans comprendre même les clauses qui vous sont mises en face. Parce que vous pourriez avoir une valo 5-6 fois supérieure, mais qui finalement, avec certaines clauses, pourrait très bien repartir avec rien, finalement, à la fin du mariage. Donc, c'est une question d'équilibre. Il y a la valorisation, il y a ce que l'actionnaire professionnel peut apporter en termes d'argent, en termes d'argent au tour suivant aussi. C'est quand même important, la capacité de réinvestissement, en termes de network. Mais surtout aussi, il faut qu'il y ait un fit et qu'à un moment donné, ils partagent notre vision. On va quand même être en CDD de 8 ans ensemble, autant que ça se passe bien. Ouais, et puis pour compléter ça, il y a certes peut-être le fait d'arriver avec une valo trop haute, et dans tous les cas, l'investisseur en discutera, mais ce qui est aussi important de comprendre pour les startups, c'est que l'investisseur n'a aucun intérêt d'avoir une valo trop basse non plus. Parce qu'il y a des sujets de dilution après qui vont être attraits à ça, et puis aussi que si le deal se fait et que le deal n'est pas gagnant-gagnant et qu'il se fait sur une valo trop basse, derrière l'équipe de la startup ne sera pas forcément motivée pour exécuter le plan et la roadmap, donc c'est pas dans son intérêt. Donc l'idée, c'est de trouver un win-win, pour le coup, un montant auquel on se dit bon bah ok, le deal est fait, on avance, et ça correspond en tout cas aux milestones qui me sont présentés, quoi. Oui, je vais juste alimenter, mais comme toute négociation, c'est une affaire de compromis et il faut trouver les solutions qui conviennent à tout le monde. Et comme tu l'as dit, Victor, il ne faut pas cristalliser toutes les discussions sur la valo parce qu'il y a des outils de relution, il faut trouver un équilibre dans la gouvernance, et y compris pour l'entrepreneur, il vaut mieux avoir une part peut-être plus modeste que ce qu'on imaginait d'un projet qui va avancer bien et vite qu'une grosse part d'un projet qui fait du surplace, quoi. Oui, c'était le message sur lequel je voulais vous amener. Il faut regarder le sujet dans son ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une valo, mais il y a des clauses autour à travailler. Et donc, le fait d'être accompagné pour avoir une perspective un peu différente que la perspective abrupte de l'entrepreneur qui dit ma boîte vaut tant parce qu'il y a de la sueur, des larmes, il y a du sang, il y a tout dedans, mais ça vaut beaucoup. Mais en fait, il y a une réalité de marché et une réalité après d'activation de la relation avec des clauses. Et il y a peut-être des choses qu'il faut lâcher à un moment donné sur la valo pour gagner ailleurs et inversement. Oui, et puis, c'est pas parce qu'on traite de chiffres qu'on peut pas être créatif. Par exemple, aujourd'hui, je suis en discussion avec quelqu'un qui me propose une valo que je considère trop basse, mais voilà, j'ai envie de bosser avec lui. Finalement, je me dis, c'est quoi son intérêt? C'est quand même de réaliser un multiple ou autre. Mais moi, je suis persuadé que je vais être capable de lui permettre de réaliser ce multiple. Donc, à ce moment-là, je peux très bien lui dire, bon, à ce moment-là, on reste sur cette valo qui est assez basse, mais et si on mettait en place, par exemple, un mécanisme relutif, si tu réalises un multiple de X à terme, à ce moment-là, moi, j'ai des rétributions. Il y a des choses qui peuvent se faire. Effectivement, il faut être créatif. Et si on n'a pas ces idées-là, on peut potentiellement se faire aider d'advisors, alors que ce soit les avocats, que ce soit, ou alors tout simplement l'écosystème qui traite, quand on traite 200 startups, j'imagine qu'on a entendu parler pas mal de clauses et pas mal de choses comme ça. Donc voilà, c'est les choses à avoir en tête, la créativité. Oui, complètement. Et quand j'ai parlé tout à l'heure d'avocat, je pense que si parfois on se dit avocat défensif. Non, je pense que c'est justement pour pouvoir nous aider à trouver la créativité. C'est quand même technique. Il y a énormément de clauses, hein, et c'est deals. Voilà. Et donc il faut amener ces compétences de façon à être un peu serein et de trouver ces bons compromis. Je pense qu'en tout cas, la première des choses, c'est pas arriver avec une position très radicale et en s'arc-boutant, en sautillant, en disant valo, valo, valo. Ce n'est qu'une partie, je dirais pas une petite partie, mais ce n'est vraiment qu'une partie, et vous avez complètement raison. Enfin, je pense que ce qui est important aussi pour l'entrepreneur, c'est de se dire par rapport à mon plan de développement, enfin, je me projette déjà sur le coup d'après, je me projette à moyen terme. Et toutes ces questions de gouvernance, ces questions de dilution, ces questions de... Donc ça doit être clair et pas simplement s'arc-bouter sur une valorisation qui, in fine, va quand même devoir répondre à des métriques, que ce soit des multiples d'EBITDA, que ce soit un tas d'autres choses, mais à chaque fois quand même ça va être par rapport au marché, c'est de la vente, hein, c'est de la vente de produits, donc où est le marché et quelle est la preuve
que je vais donner de ce respect ou de cette atteinte de roadmap. Et c'est ça qui fera qu'on aura des discussions sereines. Et je pense qu'il faut arriver avec cet état d'esprit. Le message, c'est quand on discute les termes du pacte, tout le monde veut que le deal se fasse et qu'il y a un tas d'outils pour trouver des compromis. Est-ce que des fois, il ne faut pas laisser les avocats se battre et se mettre en retrait pour préserver la relation avec l'investisseur ou quand ça commence un peu à se tendre? Est-ce qu'ils ne servent pas aussi à ça, les avocats, dans les deals, parce que vous allez vivre avec vos investisseurs, peut-être pas forcément pour les BA où c'est un peu encore tôt, mais quand on monte dans les tours, est-ce que ce n'est pas aussi des paratonnerres? Je pourrais pas te dire parce que dans la précédente structure où j'ai travaillé, on n'avait pas d'avocat. Donc on était en front avec l'avocat en face ou la start-up. Et effectivement, si tu regardes un petit peu une courbe de tension ou de séduction à travers le deal, tu as des courbes qui s'inversent. Parce qu'effectivement, au début, on est les fonds les plus sympas, la start-up est plus sympa, etc. Puis là, tu commences à parler vraiment dans le concret. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a aussi un respect qui se crée entre l'entrepreneur et le fonds. Se dire, voilà, il se bat pour sa boîte et j'ai envie qu'il continue à le faire à terme parce que c'est comme ça qu'il va aller chercher ses 2 chiffres de croissance aussi annuels. Donc, je vous rassure, à la fin, en général, les deals se font toujours et on va manger au resto. Donc, et ensuite, on passe 5 à 6 années qui se passent plutôt bien. On va arriver au bout de la séquence et moi ce que je retiens en synthèse, c'est que c'est de la gestion de projet en fait, être hyper préparé, structuré et comprendre avec qui on va interagir et pourquoi on va interagir avec eux. Vous avez des succès dans vos démarches, vous autres entrepreneurs, et vous avez démontré en tout cas dans l'exemple que vous avez cité que finalement la préparation était un élément clé et dans tout ce processus-là et le succès. Et le fait aussi d'être accompagné, je pense que c'est un élément intéressant. Si au final, cette journée, ce voyage vers l'investisseur, vous devez le résumer en un mot, vous diriez quoi? C'est quoi une levée de fonds en un mot? Quel qualificatif tu mettrais dessus? Je vais reprendre des mots qu'on a évoqués. On a parlé de courbe qui s'inverse, on peut parler de montagne russe, mais c'est plutôt le terme de confiance que je retiendrai parce qu'elle est essentielle pour que le deal se fasse. Moi, je dirais vision. Ne pas perdre vraiment la vision qu'on peut avoir. Il peut se passer plein de choses, mais garder en tête ce côté visionnaire. J'aime bien l'idée de penser à un associé moins actif, parce que c'est ça également, vous cherchez un associé. J'aime bien l'idée du marathon, parce qu'effectivement, c'est une épreuve qui est longue, éprouvante, et il faut toujours tenir le cap effectivement, pendant cette aventure, et il faut y aller préparé, parce que ça ne s'improvise pas. Bon, c'est pas cool de toujours passer en dernier parce que moi je dirais partenariat, très clairement. Partenariat, en tout cas, je pense que c'est un gagnant-gagnant et encore une fois, je pense que c'est important de pas d'avoir quelqu'un on s'accompagne, on se fait confiance. Enfin, tout ce qui a été dit, j'y souscris et je mettrais ça sous le vocable partenariat de longue durée. Eh ben merci. Je vous laisse donc méditer ces 5 mots et 5 notions qui résument assez bien en fait le parcours de la levée de fonds et moi, personnellement, j'entraînerais le mot confiance et transparence. Je pense que Alban l'a dit à un moment donné, il faut être ouvert, il faut tout ouvrir. De toute façon, ils vont tout décortiquer. Donc, ça ne sert à rien de cacher quoi que ce soit. Plus on en met, plus on est transparent et sain dans la démarche. Et plus vous allez construire, ça, j'espère, des belles histoires avec vos investisseurs. Voilà. Mais en tout cas, merci à vous 5. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon après-midi à tous. Merci.